Il y avait une formule de Lyautey, je demanderai à la vérifier, selon laquelle gouverner, c'était pleuvoir. De ce point de vue-là, nous réussissons au-delà de toutes nos espérances. Il paraît qu'une bonne image vaut 1000 mots. Alors pourquoi ne pas essayer de comprendre ce que c'est que gouverner avec 5 images différentes? La première se trouve dans l'étymologie même du mot gouvernement. Dans gouvernement, on entend gouverner, gouvernail. Et le verbe grec goubernao veut dire « je dirige un navire ». Il y a cette idée que le gouvernement, c'est celui qui dirige la société. Et pourquoi il est capable de diriger la société? Parce qu'il a 3 connaissances dont il est capable de faire la synthèse, comme le montre Platon dans la République, livre 6. La première, c'est qu'il connaît le but, c'est-à-dire le bien de la société, le bien qu'elle vise et qu'elle veut obtenir. La deuxième, c'est qu'il connaît la société elle-même, il en connaît les forces, il connaît la fonction qu'il peut donner à chacun. La troisième, il connaît les circonstances. Comme un marin connaît sa météo, connaît le fond de la mer, connaît sa carte, connaît les vents, connaît sa mer et la houle, etc. Et bien de même, le politique est celui qui connaît les circonstances politiques. Et avec ces 3 connaissances, le bien visé par la cité, la fonction de chacun et les circonstances extérieures, l'homme politique est capable de décider, de diriger. Alors il y a 2 grandes difficultés dans ce modèle. Premièrement, c'est qu'il n'y a qu'un philosophe roi pour Platon. Mais le problème du philosophe roi, c'est que celui qui dirige vient un peu indépendamment des autres. La métaphore qui va avec celle-ci, c'est la métaphore pastorale du berger qui guide ses moutons. Considérer que les hommes sont les moutons du dirigeant, c'est un peu gênant. La deuxième, évidemment, elle est très importante, c'est comment reconnaître ce philosophe roi, qui nous dit qu'il a ses qualités. Et en particulier, la grande difficulté, c'est est-ce que les qualités de connaissance qu'on a mis sont suffisantes pour faire un bon gouvernement? Mais cette métaphore du gouvernement, elle s'est transformée à travers le temps. Elle subit une première transformation à l'époque moderne avec l'apparition des automates, avec l'apparition des montres et des mécanismes. Tout d'un coup, avec Hobbes, on va concevoir la politique comme un grand mécanisme, comme un automate, comme une montre qui fonctionne toute seule. Formidable ça! Ça veut dire quoi? Première idée, si c'est un automate, la politique est une création humaine. C'est l'homme qui fait la politique. Ce n'est pas quelque chose qu'il reçoit. Il invente un automate comme il invente une montre. Quelle est la caractéristique d'un automate? C'est que si chaque pièce remplit son office et que ces pièces sont bien placées selon un ordre particulier, alors il fonctionne tout seul. Qu'est-ce qui met de l'ordre entre les pièces? Qu'est-ce qui vient régler les rapports entre les pièces? C'est la loi. La métaphore de la politique comme étant un mécanisme, c'est le gouvernement par les lois et par la réglementation. Et une fois que la loi est bien en place, chacun sait exactement ce qu'il doit faire, les rapports entre les uns et les autres sont donnés, l'automate fonctionne tout seul. On voit donc que la position du politique n'est plus du tout la même. Ici, le véritable politique, c'est le législateur. On voit cependant les limites aussi de ce modèle. Quand l'automate déraille, quand la montre s'arrête, et ce pour 2 raisons. D'abord parce que c'est peut-être un peu orgueilleux de la part de l'homme de croire qu'il est capable de faire un mécanisme parfait, qui ne s'use pas, qui fonctionne complètement. Et puis, c'est croire aussi que la loi suffit à faire la politique. Est-ce que la politique, ce sont d'abord des rapports réglés par la loi? C'est-à-dire, est-ce que la loi est première ou est-ce que c'est plutôt les interactions entre les êtres humains qui sont premières, qu'il faut peut-être amender, équilibrer, ajuster par des règles, mais ça serait la relation qui serait première et non pas la loi. Tandis que là, c'est la loi qui est première. Est-ce que profondément, la politique, c'est la loi? Et puis, dernière critique, évidemment, qui sommes-nous pour croire que nous sommes capables d'inventer un ordre, aussi parfait soit-il, capable de prendre en compte toutes les circonstances? Et on le voit bien ces dernières années avec la multiplication de l'état d'urgence. Qu'est-ce que c'est que l'état d'urgence? C'est justement le mécanisme qui ne fonctionne plus, donc on sort du fonctionnement habituel du mécanisme. Pourquoi? Parce que les circonstances, terrorisme, pandémie, urgence écologique, etc., ces circonstances sont tellement nouvelles que l'automate n'est pas capable de répondre à ces circonstances. Les conditions de température et de pression de fonctionnement du thermomètre sont cassées et donc ça ne fonctionne plus. Alors on arrive à une 3e image, une 2e modification du gouvernement aujourd'hui. On pense le gouvernement comme un ordinateur, ou plus justement comme un programme d'ordinateur et peut-être même comme une intelligence
artificielle. C'est la gouvernance par le nombre, comme l'appelle Alain Supiot. Ça, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Avant, avec la loi, au moins, il y avait certaines valeurs de justice, l'équité ou l'égalité, un rapport de liberté, un rapport d'autorité, tout ce qu'on veut. Il y avait un certain nombre de valeurs. Pour appliquer ces valeurs, c'est vrai qu'on avait un outil qui pouvait être les mathématiques et qui permettait d'agencer ces valeurs. Là, ce qui est intéressant, c'est que les nombres deviennent l'outil de gouvernement. Ainsi, on a des objectifs chiffrés de l'assurance maladie, des projections économiques d'un taux de chômage en fonction de la rémunération des chômeurs, des politiques d'évaluation de l'éducation à travers des indicateurs chiffrés. Il faut que ça puisse rentrer dans un tableur Excel, et ce tableur Excel, il faudra traiter par un programme qui nous sortirait, juste à partir de la logique des chiffres, la meilleure société possible. Mais c'est oublier que les chiffres ne disent rien. Ce qui dit, c'est l'interprétation de ces chiffres. L'éducation, ce n'est pas d'abord l'évaluation. Avant de penser l'évaluation, il faut savoir ce qu'on évalue. Qu'est-ce qu'on demande à l'école? Qu'est-ce qu'on demande à la santé? Et donc ça, ce sont des choix politiques. Et se cacher derrière les nombres, c'est l'idée même qui vient transformer la politique et qui est éminemment problématique. C'est aussi une façon de dire qu'il n'y a plus de liberté. Si le chiffre est tout puissant, que le chiffre ne ment pas, alors il n'y a pas de discussion, il n'y a pas d'opposition, il n'y a plus de politique au sens strict. Voilà les trois évolutions qu'il y a eu autour de cette idée que la politique, c'est gouverner, c'est diriger un navire. Dirigé par la décision grâce à la connaissance, dirigé par l'ordre qui est mis à travers les lois, dirigé par un programme informatique dont les nombres seraient la clé. Mais ces métaphores ne sont pas les seules qui existent. Il en existe d'autres, et on pourrait en citer au moins deux. Une, juste pour passer, nous vient de Pascal, qui considère que la politique n'est rien d'autre qu'un hôpital de fous. Je lis la citation. S'ils sont des cris de politique, c'était pour régler un hôpital de fous. Et s'ils ont fait semblant d'en parler comme d'une grande chose, c'est qu'ils savaient que les fous à qui ils parlaient pensent être rois ou empereurs. Ils entrent dans leurs principes pour modérer leur folie au moindre mal qu'il se peut. Ça vous la coupe, hein, tant de demeurer de cinglés et de minus à base, hein. Autrement dit, l'idée de Pascal, ici il renvoie à Aristote et Platon. Aristote et Platon ont fait des écrits politiques comme pour régler un hôpital de fous. D'abord, ça veut dire que les relations entre les hommes, pour Pascal, sont corrompues. C'est le lieu du mal. La raison s'appuie sur des relations corrompues, et donc à partir de cette corruption, on ne peut pas faire ressortir un bien. Pourquoi? Parce que tout ça, ça s'appuie sur la concupiscence, la recherche du plaisir. Or, la recherche du plaisir, pour Pascal, n'est pas un bien. Seul problème, c'est que les rois et les empereurs, que nous sommes tous pour Pascal, les rois et les empereurs croient faire quelque chose de rationnel. Alors, Aristote et Platon ont écrit des traités politiques en faisant croire que c'était rationnel pour essayer non pas de changer la nature de la politique, un fou reste fou pour Pascal, mais pour faire en sorte que ce soit le moins mal possible. Il s'agit de naviguer à vue vers le moindre mal. Mais il reste une dernière métaphore que l'on trouve en particulier dans la sagesse chinoise. L'idée suivant laquelle la politique, le gouvernement, c'est comme être un jardin. Un jardinier, il n'a pas de force. Il ne peut pas tirer sur une plante pour qu'elle pousse plus vite. Au contraire, il prend le risque qu'elle s'arrache. Un jardinier est là pour créer les conditions pour que chacun puisse donner le meilleur de lui-même. Pour que la plus humble des pâquerettes ou la plus belle des roses donne le meilleur d'elle-même. Et pour cela, il veille à son hydrométrie, il veille à son exposition au soleil, il veille à avoir la bonne terre, il veille à lui donner le bon espace. Et avec cette idée que si chacun donne le meilleur de lui-même, alors ça se répandra et tous seront en relation les uns avec les autres pour donner le meilleur pour le tout. C'est une autre tradition que celle du jardinier. On la retrouve dans la métaphore de l'organisme présentée par Aristote dans la Politique au livre 1. Cette métaphore-là, qui dit l'interdépendance des parties, c'est qu'il faut donc juste créer les conditions pour que cela fonctionne. C'est tout à fait une autre manière de voir la politique. Et pour cela, je vous conseille un tout petit livre, c'est Le Portrait d'un homme heureux d'Éric Orsena, dans lequel il imagine les conversations de Louis XIV avec le nôtre, où chacun parle de son art, et cet art est proprement similaire. Voilà, on comprend dans chacune de ces métaphores, le gouvernement n'a pas le même rôle, et on a essayé de montrer les limites de chacune de ces métaphores.
Il y en a beaucoup d'autres. Par exemple, pour les marxistes, la politique est plutôt à comparer comme un bâtiment qu'il s'agirait de construire. Une fois qu'on a cela, c'est ce qui permet de réfléchir à qu'est-ce que doit être un bon gouvernement. Et souvent, là où nous sommes, nous avons à gouverner. Nous avons à gouverner une petite équipe, nous avons à gouverner un établissement, nous avons à gouverner une entreprise, nous avons à gouverner des collaborateurs. Qu'est-ce que nous devons faire pour le bien de tous? J'espère que ça vous aura permis de réfléchir et à la semaine prochaine. Les Français veulent élire un président, pas un expert comptable. Amélie, c'est plus que de la politique, là. De bons hommes, un vainqueur, un vaincu. Darwin, quoi, hein?